savez, évidemment, je parle beaucoup de baseball dans ma conférence, mais vous n'êtes pas obligé de connaître le baseball vraiment pour comprendre ce qu'on va dire. Mais dans le fond, vous connaissez pas mal plus le baseball que vous pensez. Tu sais, si je dis, Guy, t'es pas mal dans le champ gauche avec tes idées, là. On comprend que ça va pas bien. Mais si je dis, hey, là, avec votre projet, vos idées, vous venez de frapper un circuit, vous venez de frapper une longue balle par-dessus la clôture, on vient les avoir, on sait ce que ça veut dire. Si je vous dis que vous avez 2 prises contre vous autres, là, ça s'en vient tête. La balle est dans votre camp. Alors, il y a plein d'expressions, dans le fond. Vous connaissez ça, le baseball. Ce qui est fun avec le baseball, c'est que c'est probablement le sport d'équipe le plus individuel qui soit. Donc, c'est un peu la réalité dans la vraie vie. C'est un peu la réalité au travail, en famille. Parce que c'est un sport d'équipe, mais le frappeur, il se présente, il est tout seul au bâton. Qu'on soit le meilleur ou le moins bon, ou le plus gêné, le plus gros, le plus petit, on est tout seul au bâton. Il n'y a personne qui vient nous aider. Alors, il faut faire le travail. Si tout le monde fait le travail en équipe, bien, l'équipe va gagner, mais éventuellement. Fait que c'est un sport, je trouve, qui reflète bien la réalité des choses et qui fait en sorte que ça peut bien s'associer avec les affaires. Alors, le baseball, c'est aussi un sport qui m'a permis de vivre des moments tout à fait extraordinaires. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux olympiques, de faire une carrière professionnelle. Alors, il y a plein de leçons de vie qu'on tire de tout ça qui, encore aujourd'hui, je garde avec moi précieusement et que je tente de transmettre à vous aujourd'hui. Il faut poser sur un bouton. Voilà. Alors, les idoles, les gens que l'on admire. Quand j'étais un petit cul, j'ai grandi à Québec, on a des idoles. On a aussi des gens qu'on admire. Parce que, tu sais, aujourd'hui, même si on est plus vieux, c'est correct d'avoir des gens qu'on admire, des gens qu'on trouve bons, qu'on aimerait faire les choses comme eux, puis pourquoi on les admire. Puis moi, quand j'étais petit, bien, évidemment, j'étais un amateur de baseball. Les gens peuvent reconnaître Gary Carter, qui est malheureusement décédé cette année, Tim Raines, André Dawson. J'étais un gars de Québec, fait que moi, Peter Stachny, c'était mon joueur. Puis j'aimais ces gens-là par leur charisme, leur force de caractère. Je voulais les imiter. C'était vraiment des idoles pour moi. Quand j'étais au bâton, je voulais frapper comme Dawson, puis je voulais jouer comme Gary Carter. Je vais revenir un petit peu plus tard, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais revenir un petit peu plus tard sur l'impact que ça a eu finalement dans ma carrière un peu plus tard, que j'ai réalisé en fait bien plus tard après ma retraite de joueur actif. On finit par le savoir. Alors dans ma conférence, ce que je fais, c'est comme j'ai dit tantôt, j'ai eu beaucoup de leçons de vie. Puis j'en partage une aujourd'hui avec vous. Premièrement, pourquoi le baseball? Parce que moi, quand j'ai décidé de choisir le baseball, là, tout le monde me disait « Baseball? Tu sais, c'est le hockey ici au Québec, puis peut-être même le soccer. Le baseball, tu t'en vas dans un cul-de-sac. » Le dernier joueur qui avait atteint le baseball majeur, c'était Claude Raymond, ça faisait 20 ans. Mais à un moment donné, moi, j'ai eu un élément déclencheur qui a fait que, j'ai choisi le baseball, puis c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Quand j'avais 17 ans, j'ai été invité à l'équipe, au camp d'entraînement de l'équipe canadienne junior. Alors déjà, j'avais certaines habilités, mais on est 125 joueurs partout au Canada qui se présentent. Et moi, j'étais un receveur. Pour ceux qui ne connaissent pas le baseball, le receveur, c'est le joueur qui est accroupi derrière et qui attrape des balles du lanceur. Physiquement, c'est un rôle quand même assez exigeant. J'arrive au camp d'entraînement, il y a 17 receveurs, comme j'ai dit, ils ont tous 6 pieds 5 livres. Moi, avec mes 6 pieds, 150 livres, puis je vous dirais, j'ai probablement l'équipement sur le dos quand ils m'ont pesé, là, j'étais pas gros. Donc, déjà, je suis parti avec 2 prises contre moi. C'est-à-dire que, mentalement, je dis, ouf, là, j'étais peut-être bien bon dans mon petit quartier là, à Sainte-Foy, Québec, mais là, quand tu arrives et tu te compares aux autres du pays, c'est pas facile. D'ailleurs, moi, j'ai vu dans ma carrière des joueurs extraordinaires avec beaucoup de talent qui ont toujours été les meilleurs, mais là, ceux qui sont venus à confronter les meilleurs de leur sport, que ce soit dans le baseball professionnel ou ailleurs, les gens s'écroulent. Il faut trouver des moyens de se relever de ça. Alors, toujours est-il que, on commence avec l'entraînement. On court, on frappe, on lance, on fait toutes sortes de choses. Puis là, au bout d'une semaine, j'essayais de m'auto-évaluer, mais je me disais non. C'est plate, j'adore ça, j'aime ça, mais ça va pas. Je vois que les receveurs sont plus gros, sont plus costauds, physiquement, ça va mieux. Alors, au bout d'une semaine, les instructeurs décident de nous recevoir un à un
Et vont nous dire, ben écoutez, ça passe ou ça casse. Hein? Tu sors la pièce, tu tournes à gauche, tu t'en vas chez vous, tu tournes à droite, mais tu restes encore un petit peu avec nous. Fait que là, tu as 17 ans, tu rouvres la porte, tu arrives dans le bureau, puis il y a 4 personnes qui sont là, puis ils te regardent, puis tu n'as aucune idée. Puis moi, honnêtement, j'étais vraiment sous l'impression qu'on allait me céder chez moi, puis bonne chance dans tes projets futurs. C'est un peu comme, évidemment, lorsque vous arrivez, vous faites un pitch, puis vous arrivez devant les gens, là, puis on est un peu intimidé par la chose. C'était un peu ça qui m'arrive. Alors, je m'assois, et là, l'instructeur, il dit, Marc, aujourd'hui, ça va être ta première vraie leçon de vie. Tu as 17 ans, on va t'apprendre quelque chose d'important. Alors là, il prend un gant de voltigeur. Le voltigeur, c'est une autre position au baseball, au champ extérieur, à la vache. C'est quelqu'un qui a déjà entendu cette expression-là, jouer à la vache au baseball, c'est au champ extérieur. Alors, il prend un gant de voltigeur, il me lance. Heureusement, je l'ai attrapé. J'attrape le gant. Il dit, Marc, aujourd'hui, on va exploiter tes forces. Et je riais quand j'entendais Marie-Claude parler. C'est tellement vrai ce qu'elle a dit. Exploiter mes forces. Il dit, garde bien, tu es un des joueurs les plus rapides ici. Comme receveur, la rapidité, pas besoin. Puis il dit, tu as un des meilleurs bras qu'on a vu ici. Fait qu'il dit, c'est là ce que tu vas faire. Quand les balles sont frappées au champ extérieur, là, cours comme un lapin, va toutes les attraper. Puis en plus, tu as tellement un bon bras que tu vas la ramener la balle, fait que l'autre équipe ne sera pas en mesure de compter, de marquer des points. Fait qu'il dit, c'est ça, exploiter tes forces. Comme receveur, tu ne sortais pas. Tu ne sortais, on ne te voyait pas, tu étais caché derrière un écran et c'était pas toi. Va-t'en exploiter tes forces comme voltigeur. Alors, tu as une semaine pour nous montrer ce que tu sais faire. Bonne chance. Ben, savez-vous quoi? Quand je suis sorti de là, c'est moi qui mesurais 6 pieds 2 qui faisait 205 livres. Là, j'étais en confiance, puis je me suis dit, wow, quel beau message! Quel message extraordinaire que tu reçois à 17 ans. Mais savez-vous quoi? J'ai fait l'équipe. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de choisir ce sport-là. Parce que là, j'avais des habiletés, puis on me les avait pointées, et je les ai exploitées tout au long de ma carrière. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut encore utiliser ça aujourd'hui. Moi, quand j'ai un défi, un changement de carrière, parce qu'évidemment, moi, à un moment donné, j'ai été joueur, mais là, les blessures, tout ça, tu n'es plus joueur, il faut que tu te replaces. Je suis tombé en communication. Et moi, il y a 20 ans, là, quelqu'un m'avait dit, tu vas venir parler au Jésus devant du monde, là, debout avec un micro. Oubliez ça. Là. Parce que nos forces, ils évoluent. Tu sais, un athlète, il est bien bon, mais à un moment donné, il vieillit, il est moins bon, il faut qu'il se trouve d'autres forces. Les forces évoluent. On les utilise. Puis aujourd'hui, ben, il faut que ça continue. Donc, il faut toujours s'auto-évaluer pour qu'on exploite nos forces. Vous savez, comme joueur, comme athlète, surtout au baseball, où il faut que tu lances, tu cours, tu frappes, tu attrapes. Si tu essaies d'améliorer seulement tes faiblesses, à un moment donné, moi, je suis devenu un joueur moyen. Tu te concentres tellement sur tes faiblesses qu'on oublie nos forces. Donc, n'oubliez jamais vos forces. Bon, donc toujours évident. Dans ma conférence, j'ai beaucoup de citations que j'ai retenues au fil de ma carrière. Bon, évidemment, sur un terrain, les médias, en affaires, j'ai été entrepreneur moi aussi, je sais c'est quoi. Mais j'en ai retenu plusieurs. J'en partage 2 avec vous rapidement. C'est en anglais, mais je vais les traduire. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais? Les gens ils sont trop gênés de dire non, je comprends. Mais, it's not how you play, it's how you look. Mon premier camp d'entraînement professionnel, mes bagages ne me suivent pas. J'ai pas mes affaires, j'ai pas mon gant, j'ai pas mon équipement qu'on met en dessous de l'uniforme, j'ai rien. Là, j'arrive. Le gars d'équipement, il m'a passé des vieux souliers, m'a passé une vieille affaire. Puis là, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Et là, il y a un vétéran de 25 ans, j'en avais 19. Il vient me voir, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui explique, il dit, non, tu comprends pas. Là. Il dit, c'est ton premier camp d'entraînement, tu vas avoir l'air de ça, tu peux pas jouer. Là, j'ai dit, écoute, le petit gars de Sainte-Foy, il arrive au camp d'entraînement des Dodgers de Los Angeles, puis moi, je décide de pas jouer. Mais non, c'est parce que, regarde bien là. If you look bad, donc si tu as l'air tout croche, and you play bad today, donc tu as une mauvaise journée aujourd'hui, you're done. Marche pas, là. Première impression, regarde, le gars, il a l'air d'un vendeur de balayeuse, puis il est sur un terrain de balle, il n'est pas à sa place. Mais il dit, if you look good, and you play bad, you still look good.
Tu as l'air d'un joueur de balle, même si ça a moins bien été aujourd'hui. Mais regardez, le gars, là, il a l'air sharp. Là, imaginez, là, if you look good and you play good, it's your superstar. Ben, savez-vous quoi? Il avait raison. J'ai pas joué. J'ai expliqué aux gens, écoutez, je ne jouerai pas. Je vais attendre mes affaires, je vais les récupérer. Je les ai récupérées. Là, le lendemain, là, je me suis habillé, j'avais mon gant, j'avais mes affaires, j'avais mes souliers. J'étais confiant. Fait que, look good, ça ne veut pas dire d'avoir le Hugo Boss, le veston, non, c'est pas ça. C'est d'être confiant, d'être bien dans sa peau pour affronter les défis qu'on a. Puis moi, j'ai toujours suivi ça, autant dans le sport qu'en affaires. Toujours avoir l'air confiant, puis s'organiser va avoir l'air confiant. Deuxième, never assume. Je le mets en anglais parce que c'est une définition un peu différente en français. Si Guy est un voltigeur, puis moi aussi, au baseball, la balle est frappée entre nous deux. Puis moi, je me dis, ouf, il est un petit peu plus proche, je pense qu'il va empoigner, lui, la balle. Ouais. Ben, en fait, poche et proche. Guy est un petit peu plus proche. Il va l'attraper, la balle. Écoute donc, Guy, bouge, Caroline, il va empoigner la balle. Guy, bang, la balle, elle tombe. Ce qui est le fun en anglais, regardez bien. Never assume, là c'est un peu haut, je pensais pas que l'écran allait être aussi haut que ça. Never assume because you make an ass out of you and me. Ass out of you and me. Donc, faites votre job. Tu sais, si on pense que l'autre va faire le job, non, on a un rôle à jouer dans nos équipes, que ce soit en affaires, que ce soit dans le sport. Faites vos affaires. Pas anticiper que l'autre va faire ce qu'on a à faire. Dans le sport, là, si on se dit, ouais, lui, il va faire la patte. Boom, never assume. You make an ass out of you and me. Retenez bien ça. Et je termine en vous disant, je suis correct dans mon temps? Hein? Ça va bien? Bon. Même continuer? Bon. Petit karaoké après ça. L'impact des gens que l'on admire. Vous savez, tantôt, je vous parlais de Gary Carter, de Tim Raines, de André Dawson, Peter Stachny, même si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Mais plus tard dans ma carrière, quand tu fais une auto-analyse de tout ça, ben, j'ai été receveur toute ma vie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que je voulais être comme Gary Carter. L'instructeur me dit, exploite tes forces. Mes forces, c'était les mêmes, ou presque, que André Dawson, parce qu'André Dawson, des expos, il jouait au champ-centre. Et la position qu'on m'a suggérée. Et là, avec une de mes forces, avec ma rapidité, on me dit, tu vas devenir un premier frappeur comme Tim Raines. Et, si vous voyez, j'ai porté le numéro 26 dans ma carrière comme Peter Stachny. Fait que, il y a vraiment des liens qu'on fait avec les gens que l'on admire. On ne sait pas trop, on les aime, on fait des choses, on veut les imiter, mais à la fin, tu dis, hey, ces gens-là, là, vraiment, là, je les ai regardés, je vais être receveur comme Carter. Inévitablement, je suis devenu un chanson comme Dawson, je cours comme Tim Raines, puis je porte le numéro 26. Fait que c'est pour ça que les gens qu'on admire, tu sais, aujourd'hui, là, on est plus vieux, puis c'est bien correct. J'ai le droit d'admirer des gens. Tu sais, moi, Bertrand Godin, qui fait partie de Formax, c'est lui qui m'a motivé à venir donner des conférences, parce que j'admirais Bertrand, ce qu'il a fait, puis ce qu'il fait aujourd'hui. Ben, je trouve ça important qu'on admire des gens, puis ça m'a permis d'être devant vous ici aujourd'hui. Fait que c'est correct d'avoir des idoles, même à notre âge, puis de faire des choses de la sorte. C'était une petite partie de ma conférence, évidemment. Moi, j'ai beaucoup de leçons de vie. Fait que je raconte beaucoup de petites histoires comme ça que j'ai vécues, d'autres plus drôles que certaines. Peux-tu raconter une petite dernière, une petite joke? Écoutez bien ça. J'arrive au camp d'entraînement des Dodgers et le gérant des Dodgers, c'est Tommy Lasorda, que peut-être des gens ont déjà entendu parler. C'est un Italien. Je fais une histoire très courte en disant qu'il prend 7 jeunes joueurs de l'organisation, on fait un concours, on gagne le concours, il nous invite à souper dans un restaurant italien. On est en Floride. Alors, j'arrive au restaurant italien, puis c'est tous les grands joueurs de l'organisation des Dodgers qui sont assis là. On est une trentaine. Nous, on est les 17 petits jeunes là, qui sont assis là pour les tout impressionnés par ces grands joueurs-là. Et là, la Sorda, évidemment, un restaurant italien, dit « Bon, ben, je vais commander pour vous autres, les gars. » Alors, chacun spaghetti de la place, il faut absolument que vous goûtiez à ça. C'est extraordinaire.
Bon, écoutez, je vous rappelle que j'ai 19 ans. J'ai grandi à Sainte-Foy, une petite famille, c'était bien le fun. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, avec mon spaghetti? Je le coupe. Et là, ceux qui connaissent Tommy Lasorda, tu sais, dans un film, là, où à un moment donné, t'entends les ustensiles, ding, 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 puis on n'a plus rien, là, ça m'est arrivé. Et là, c'est what the... qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Quel genre de bon? Alors, on me retire mon spaghetti. On m'en ramène un nouveau. Que évidemment, que je mange comme il se doit. Mais il s'est toujours rappelé de moi. Hein? Lui, c'est lui qui n'a pas coupé son spaghetti. L'année suivante, la même chose. Et 7 même autres joueurs. On se retrouve au restaurant. Alors, pour pas être sous, ça m'a fait plaisir.